Koué, merci à l'Institut Kiuna de nous recevoir en territoire à Benaki aujourd'hui et de nous donner également l'opportunité de venir présenter notre projet de recherche ici avec ma collègue. Bonjour, Koué. Mon nom est Roxane et je suis donc la collègue de Laura. Le projet qu'on vient vous présenter aujourd'hui de recherche a été effectué dans le cadre de nos travaux en tant qu'étudiante-chercheuse à la chaire de recherche en droit de l'énergie et des ressources naturelles de l'Université Laval. Donc, pour présenter un petit peu la chaire avant de commencer, la chaire de recherche étudie vraiment les systèmes juridiques du Québec et du Canada qui régissent l'énergie et les ressources naturelles. Donc, elle contribue notamment à mieux faire comprendre les enjeux juridiques et leurs composantes à l'ensemble de la communauté. La chaire contribue également à la sensibilisation d'intervenants en ce qui a trait à la complexité des problèmes juridiques qui sont liés au domaine des ressources naturelles et de l'énergie. Donc, nous, aujourd'hui, on se concentre sur l'énergie. Et comme Roxane et moi le démontrons, ils soutiennent des étudiants justement pour contribuer aux différents domaines de recherche. Donc, c'est vraiment une belle opportunité en tant qu'étudiant de pouvoir faire de la recherche dans un domaine qui nous intéresse. Puis, les travaux de la chaire ont vraiment une vocation pédagogique, comme ce qu'on fait aujourd'hui en fait, pour permettre aux intervenants de se tenir informés des développements juridiques dans le domaine. Donc, aujourd'hui, on vous présente vraiment des enjeux du point de vue sociétal, qui est un des éléments clés de la chaire de recherche. Puis, je vais laisser Roxane poursuivre avec l'introduction. Donc, à titre d'introduction, là, on voulait rapidement vous présenter les 4 grands thèmes qu'on va parler durant notre conférence. Et donc, puisque la chaire de recherche porte notamment sur l'énergie, nous, on va se concentrer sur la transition énergétique plus précisément. Bien entendu, là, on va aussi le lier au territoire, puisque c'est les thèmes des conférences cette semaine. Et on va venir préciser aussi cette transition énergétique-là au niveau des économies d'énergie et du logement. Toujours à titre introductif, puisque la langue juridique est une langue en soi, c'est des termes qui sont complexes. C'est dur aussi parfois à les relier à la réalité, si je peux dire. Donc, on a essayé de vous l'illustrer vraiment en termes de triangle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va souvent se référer durant la conférence au mot norme. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par norme juridique? C'est qu'est-ce que vous voyez dans le triangle. Donc, c'est une panoplie de textes juridiques qui, grosso modo, veulent dire qui fait quoi et comment les intervenants, les gens agissent. Donc, ces normes-là, on peut s'y référer là, dans le triangle et en haut du triangle, en fait, c'est les grands principes. Donc, c'est des textes juridiques qui comportent des grands principes, donc des principes directs. Et plus on descend vers la pointe du triangle, eh bien, les normes juridiques se précisent tranquillement et viennent vraiment définir des concepts particuliers. Donc, pour les nommer, là, les lois sont plus générales que les règlements. Comme vous voyez, ils sont plus au centre, qui viennent préciser les lois. C'était un exemple parmi tant d'autres, mais inquiétez-vous pas, là, on va vous donner des exemples concrets tout au long de la présentation. Et le triangle, vous allez le voir là, apparaître là, durant la conversation également. Et nous sommes maintenant rendus là, à vous présenter notre projet. Donc, je vais laisser Laura vous le présenter. Notre projet de recherche s'intitulait « Relever les défis des économies d'énergie dans le logement inuit par une approche combinant le droit et le génie ». Donc, vous le devinerez, nous, on est la partie vraiment droit, mais on travaille également avec une équipe de génie. Donc, c'est vraiment un projet qui se veut multidisciplinaire, ce qui, selon moi, est vraiment un besoin essentiel pour les enjeux de notre génération et qui permet donc de proposer des solutions qui sont plus inclusives aux enjeux qu'on étudie. Au début de notre recherche, c'était vraiment les Premières Nations qui étaient incluses. Cependant, au fur et à mesure de la recherche, on a eu un focus qui s'est instauré sur les Inuits. Donc, il va y avoir plusieurs exemples Inuits dans notre présentation.
Et donc, les deux thèmes qu'on va vraiment se concentrer dessus, comme le titre l'indique également, c'est donc les économies d'énergie dans les logements. Et ces deux grands thèmes-là nous ont en fait découler deux objectifs qu'on s'est concentré dessus durant notre recherche. Le premier était d'identifier les intervenants et leur rôle, et ce, tant au niveau des logements qu'au niveau des économies d'énergie. Le deuxième objectif était d'étudier l'adéquation des normes, donc le triangle de tout à l'heure, et la panoplie de normes que cela implique pour justement pouvoir identifier les intervenants et leur rôle, mais également pour pouvoir se concentrer sur les efficacités énergétiques, donc sur la pointe du triangle, si je peux garder l'image en tête. Et tout de suite, là, je vais continuer avec les définitions, parce que je viens de vous parler de termes, encore une fois, complexes, et je vous définis les termes depuis tout à l'heure, mais je viens de mentionner le terme adéquation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'adéquation des normes? C'est en fait, on veut venir étudier si les normes sont adéquates. Donc, est-ce qu'elles doivent être modifiées, ces normes-là, pour qu'elles correspondent aux réalités et surtout aux désirs des communautés, par exemple, par rapport à leur territoire? C'est la première définition que je voulais vous parler. Et deuxième définition, en fait, c'est le contexte énergétique. On va vous parler d'énergie aujourd'hui. Donc, le contexte énergétique au Québec peut se résumer ainsi. Donc, au Québec, la distribution d'énergie se fait de deux façons. Première façon, c'est par le réseau principal. Donc, c'est un réseau qui est interconnecté. Les grandes villes, les grands centres urbains sont tous interconnectés, si je peux dire. Par contre, il y a des réseaux autonomes, c'est la deuxième façon de distribuer l'énergie, qui se trouvent dans les communautés plus isolées. Donc, ces réseaux-là ne sont pas connectés au réseau principal. Et cela fait que les réseaux autonomes sont plus polluants puisqu'ils ils produisent l'énergie d'une façon différente du réseau principal. Donc, la production d'énergie se fait souvent par exemple, des combustibles fossiles. Donc, on se trouve à prendre des produits pétroliers, exemple le mazout, pour chauffer les maisons, au lieu de l'exemple du réseau principal qui est connecté à l'hydroélectricité avec l'électricité pour générer de l'énergie. Ça, c'était un gros résumé là, du contexte énergétique au Québec. Et notre focus se fait sur les réseaux autonomes puisque c'est pas la majorité, mais il y a beaucoup de communautés qui se trouvent en territoire isolé, donc ils ont accès à de l'énergie par les réseaux autonomes. Les deux derniers concepts que je veux définir avec vous aujourd'hui, c'est l'efficacité énergétique. Vous m'avez entendu parler de ça depuis un bout maintenant. Et vous allez entendre parler aussi beaucoup, Laura, sur ce sujet. Donc, l'efficacité énergétique dans notre projet à améliorer le rendement énergétique des logements. Par exemple, en utilisant des techniques de chauffage, d'éclairage ou même d'isolation des portes et fenêtres. Un autre exemple vraiment précis de portes et fenêtres. Et ça, cette technique, l'efficacité énergétique a un but, consommer moins d'énergie. Et par le fait même, on se trouve à donc faire des économies d'énergie. C'est le deuxième thème que je voulais définir. C'est un terme qui est semblable à l'efficacité énergétique, mais il y a une nuance à faire. C'est qu'en fait, on peut faire des économies d'énergie avec l'aide de l'efficacité énergétique et des techniques que je vous ai présentées brièvement, comme le chauffage, l'éclairage et une meilleure isolation. Donc, nous sommes maintenant rendus aux enjeux de notre recherche. Je vais laisser Laura vous les présenter. Donc, notre projet de recherche a soulevé plusieurs enjeux. On les a divisés par thématique. Donc, je vais commencer par vous présenter la thématique du logement. Donc, il y a vraiment une crise de logement qui résulte en une pénurie de logements adéquats, qui entraîne donc des conséquences importantes pour la santé et le bien-être des communautés. La crise du logement représente un obstacle qui est majeur à la santé, l'éducation et l'emploi. Et donc, comme résultat, on observe des maisons qui sont surpeuplées, de multiples défis socio-économiques et une dégradation prématurée des maisons.
Donc, ce que ça représente en chiffres, c'est entre 40 000 et 80 000 logements qui sont manquants dans les réserves. Donc, les listes d'attente pour l'obtention d'un logement subventionné sont souvent très longues. Chez les Inuits, peu d'Inuits sont propriétaires de leur logement, puisque seulement 3 de ceux-ci possédaient leur logement en 2011. Ça, c'est un chiffre qu'on peut comparer pour l'ensemble des Québécois à 61,2 %. Donc, c'est vraiment énorme comme différence. Au niveau du surpeuplement, il y a 51,7 % des Inuits qui vivaient dans un logement surpeuplé. En comparaison avec les Canadiens non autochtones, ce chiffre est de 8,5 % en 2016. Et finalement, au niveau des rénovations, en 2011, il y a 31,4 % des logements du Nunavik qui nécessitaient des réparations majeures, contrairement à 7,2 % pour l'ensemble du Québec. Donc, je vais vous présenter une petite phrase qui a été mentionnée par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui nous a vraiment inspirés pour notre projet de recherche. Donc, l'Assemblée mentionne qu'ils vivent dans leur collectivité ou à l'extérieur de celle-ci. Tous les membres des Premières Nations ont le droit d'avoir un abri et doivent avoir la possibilité d'avoir accès à un logement sûr, sécuritaire, adéquat et abordable. Donc, ça m'amène ensuite à la prochaine thématique de nos enjeux, qui est l'économie d'énergie. Donc, comme Roxane le présentait un peu plus tôt, la consommation d'énergie dans les logements sur communauté reliés à un réseau autonome tire sa source de combustibles fossiles polluants tels que le mazout, le diesel pour se chauffer et s'éclairer. Donc, ça demeure un enjeu. Puis, les normes d'efficacité énergétique actuelles ne font pas référence aux communautés autochtones, à leur réalité énergétique ni à leur mode de vie. Donc, ça mène vraiment dans un contexte où l'accès à la propriété de logements privés est difficile. L'implantation de normes d'efficacité énergétique l'est tout autant, puisque les propriétaires des logements vont être moins portés à investir pour l'application de ces normes parce que c'est les locataires, au final, qui défraient les coûts d'utilisation de l'énergie. Donc, ça, c'était nos enjeux. Puis, je vais laisser Roxane continuer avec nos hypothèses de recherche. Donc, les hypothèses. On veut d'abord préciser que nos hypothèses sont rendues à l'étape d'être validées, et ce, notamment auprès des communautés concernées. Pour notre part, comme Laura a dit, c'est les Inuits, pour la nation Inuit. Et donc, validées dans le sens où on est rendu vraiment à vérifier, à savoir si notre compréhension est la bonne, si notre analyse juridique, est pertinente aussi parce que, veut pas, on analyse des textes juridiques, c'est du papier, donc c'est de la théorie. Et pour être pertinent, là, on veut vraiment venir tenir compte de la réalité terrain. Donc, on est rendu à cette étape-ci de validation. Par contre, on va vous les présenter, nos hypothèses, aujourd'hui. Et la première, en fait, c'est que la crise du logement que Laura vous a présentée entraîne une priorité de construire des logements. Donc, pour que tous aient accès à des logements de qualité et de quantité, qui sont des bonnes quantités, en bonne quantité et en bonne qualité, pardon. Et ce, bien avant de pouvoir innover dans les logements, donc pouvoir inclure les efficacités énergétiques. Et cela entraîne un financement qui est donc insuffisant pour l'innovation puisque le financement se concentre à la construction de logements. Deuxième hypothèse, c'est que des logements adéquats au milieu de vie, au territoire, aux pratiques autochtones, auraient une incidence positive sur leur santé, sur l'amélioration des conditions socio-économiques également. Donc, l'inclusion de normes adéquates en matière de logement, c'est nécessaire. Et les normes d'efficacité énergétique doivent être adaptées, elles aussi. Sinon, autant dire qu'elles sont inexistantes. Comme Laura vous le disait, les normes ne semblent pas adaptées aux réalités autochtones, donc autant dire qu'elles sont inexistantes. Cinquième hypothèse, les Autochtones semblent donc être très peu consultés vis-à-vis l'élaboration de ces normes d'efficacité-là, puisqu'elles sont inadaptées. Et sixième hypothèse, eh bien, les négociations et les consultations lors du renouvellement du cadre juridique. Donc, le cadre juridique se renouvelle. Je peux donner un exemple, des ententes. Parfois, les ententes sont de 5 ans. Eh bien, pendant la 5e année, nous allons renouveler l'entente pour qu'elle soit mise à jour. Et donc,
selon nous, ben, ces renouvellements-là en fait, il doit y avoir des négociations et des consultations, et cela entraîne des contraintes temporelles. On va vous présenter les intervenants tout à l'heure, mais il y a beaucoup de monde autour de la table qui doivent négocier et qui doivent être consultés. Donc, des contraintes temporelles, c'est long, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Et cela pourrait permettre donc l'inclusion de normes d'efficacité énergétique qui sont adaptées. Et septième hypothèse, une autonomie territoriale ou une autonomie en matière de logement est recherchée par les Autochtones là, pour adresser les enjeux que Laura vous a présentés. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir là, de nos hypothèses, en fait, c'est qu'avant que des normes d'efficacité énergétique soient adéquates avec la réalité autochtone et les logements, bien, il y a d'autres priorités à adresser avant, dont la pénurie de logements et les relations, en fait, de nation en nation qui doivent être renforcées, notamment par les consultations que je vous ai mentionnées et les négociations. Donc, puisqu'il est nécessaire d'investir dans les logements d'abord, le faire en suivant les normes d'efficacité énergétique nous semble être une bonne façon et nous semble être pertinent là, pour les générations futures. Maintenant, on est rendu à vous présenter le cadre juridique, mais de notre projet. Donc, vous vous rappelez le triangle que je vous ai présenté plus tôt. Eh bien, le voici, qui est un peu plus précisé là, concernant notre recherche à nous. Donc, Laura va vous décliner toutes les normes, ben, pas toutes, mais va vous en nommer quelques-unes. Et donc, je voulais simplement vous rappeler, là, en haut du triangle, c'est les grands principes. Donc, on va vous parler de la loi sur les Indiens, bien entendu, et de la Convention de la baie James et du Nord québécois pour les Inuits. Et on va venir préciser là, les autres règlements politiques, ententes et programmes dans les détails là, des logements et des économies d'énergie. Donc, c'est nos deux thèmes et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Donc, Laura. Donc, aujourd'hui, c'est encore, comme Roxane l'a dit, la loi sur les Indiens qui est en vigueur. Donc, au niveau des Premières Nations, c'est vraiment la principale loi qui leur permet d'agir, bien qu'elle ait été adoptée en 1876. Donc, c'est cette loi qui vient conférer le pouvoir au chef pour les Premières Nations. Puis, il y a également la politique interne de Pikogam, dont Roxane va parler un peu plus tard. Au niveau des Inuits, par contre, c'est vraiment la Convention de la baie James et du Nord québécois qui vient conférer les pouvoirs aux maires à travers la loi sur les villages nordiques. La Convention de la baie James a été signée en 1975, puis elle découle en fait vraiment des grandes revendications des Inuits et des cris face au projet de développement des installations hydroélectriques du gouvernement québécois dans la région de la baie James. Donc, la Convention entend favoriser et appuyer le développement socio-économique des Inuits, par exemple, en maintenant des programmes existants, ce qui inclut les services de logement. Donc, c'est pourquoi c'était pertinent à notre projet. De cette convention-là a découlé plusieurs stratégies, ententes, programmes. Une entente qui était particulièrement intéressante à notre projet de recherche, c'est l'entente Sanarutik, qui veut dire outil de développement. Et donc, en plus des responsabilités qui sont prévues dans la Convention, les Inuits en exercent d'autres à l'égard de leur développement économique et communautaire par l'entremise de cette entente. Donc, Roxane va poursuivre avec le premier objectif de notre projet de recherche. Alors, premier objectif qui était d'identifier les intervenants et leur rôle. Donc, on a résumé en fait les rôles des intervenants au nombre de 2. Donc, soit d'appliquer les normes qu'on vous a mentionnées et de les promouvoir. Promouvoir, on entend le terme par, en fait, on pourrait le définir par améliorer ces normes ou les rendre supérieures. Et comment on fait ça, en fait? Comment les intervenants vont appliquer et promouvoir ces normes-là? Eh bien, tout dépend du territoire et tout dépend de la norme qui s'applique au territoire. Donc, pour la suite des choses, je vais vous présenter un exemple de norme qui se veut
axé sur la construction et la rénovation de logements pour faire changement un peu des normes d'efficacité énergétique, mais c'est tout autant relié là, à notre recherche. Donc, on va y aller avec les exemples d'intervenants en matière de logement. Alors, l'exemple de la communauté de Picogan. Donc, pour Picogan, en fait, Picogan se situe sur un territoire qui est juridiquement défini comme étant une réserve. Et donc, c'est la loi sur les Indiens qui s'applique à ce territoire-là. Et cette réserve, en fait, est détenue par le gouvernement canadien, donc il en est propriétaire. Et donc, il va pouvoir venir appliquer ces normes également. Donc, on a l'exemple du Code de construction national qui pourrait s'appliquer. Et une chose qui est intéressante aussi pour la communauté de Picogan, c'est qu'ils se sont dotés d'une politique interne d'accès à la propriété privée. Donc, c'est le conseil de bande qui a réalisé cette politique-là par le pouvoir que lui donne la loi sur les Indiens de réglementer, en fait, les résidences ou de créer des normes en lien avec les résidences, donc en lien avec les logements. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les membres de la communauté peuvent donc être locataires des logements détenus par le conseil de bande, mais également propriétaires de leur logement. Pour notre recherche, c'était intéressant puisque une hypothèse était que les propriétaires pouvaient donc inclure d'une manière volontaire les économies d'énergie dans leur logement puisqu'ils leur appartenaient. Il me manque, en fait, j'ai déjà nommé 3 intervenants par rapport à ces normes-là. Le dernier intervenant serait la Société d'épargne des Autochtones du Canada, communément appelée SEDAC. En fait, cette société-là vise à venir aider financièrement les propriétaires qui voudraient acquérir des logements, entre autres. Le deuxième exemple qu'on voulait vous présenter, c'était donc l'exemple de la nation Inuit. Vous voyez, il y a plusieurs intervenants à comparer à l'autre diapositive. C'est normal, en fait, puisque l'exemple se veut un exemple qui est axé sur la nation Inuit au complet. Donc, pas juste une communauté donnée ou un village bien précis. Et aussi, la nation Inuit se situe sur le territoire au nord du 55e parallèle de la province de Québec. Donc, comme Laura vous l'a mentionné, c'est la Convention de la baie James et du Nord québécois qui s'applique, ce qui fait en fait que le gouvernement québécois a signé cette entente et donc il vient se rajouter aux intervenants. Et plusieurs lois provinciales diverses viennent s'ajouter, comme Laura vous a mentionné également. Ce qui fait que plusieurs intervenants s'ajoutent par le fait même et certains, en fait, plusieurs intervenants ont leur loi. Donc, dans le triangle, ils ont leur loi directive qui viennent dire aux intervenants quoi faire et comment le faire. Donc, je vais prendre l'exemple de la société Makivik qui a sa propre loi. Et je vais vous présenter aussi, je ne vais pas tout vous de vous faire vraiment concret du rôle d'un intervenant, donc d'appliquer les normes. On se rappelle qu'on a présenté 2 rôles aux intervenants, soit d'appliquer les normes et de les promouvoir. Donc, un exemple d'application de normes pour la société Makivik, c'est en fait de construire les maisons. Il y a une entente qui vient dire que, en fait, Makivik a le pouvoir de construire les logements et Makivik va appliquer cette entente-là en construisant les logements. C'est un exemple qui est simple, mais ça se veut vraiment dans l'optique de vous montrer un exemple. Il y en a beaucoup, par contre, mais je ne vais pas tous vous les mentionner. Si jamais il y a des curieux ou il y a des gens qui voudraient en savoir davantage, on pourrait peut-être laisser la présentation PowerPoint là, pour diffusion, là, c'est à voir. Et donc, deuxième exemple pour le deuxième rôle qui est de promouvoir les normes. Donc, comment la société Makivik pourrait améliorer sa construction de maison et peut-être d'inclure les économies d'énergie dans ces maisons-là. Eh bien, l'entente prévoit qu'elle peut choisir les matériaux de construction.
Et donc, on reprend notre exemple de portes et fenêtres. Si Makivik voudrait des portes et des fenêtres qui sont plus isolantes, donc pour tenter de conserver la chaleur dans les logements et ainsi avoir à dépenser moins d'énergie pour la chauffer, eh bien, elle le pourrait. Cependant, il y a d'autres considérations qui s'appliquent puisqu'il y a d'autres intervenants qui ont leur rôle à jouer également dans la construction des maisons, comme le gouvernement canadien qui finance, donc qui vient donner de l'argent à Makivik pour construire les maisons. Donc, Makivik, en fait, si les portes et fenêtres sont trop dispendieuses ou permet juste d'en acheter quelques-unes, eh bien, peut-être que le choix va aller vers des portes et fenêtres qui sont moins dispendieuses, mais pour en acquérir plus, pour ainsi construire plus de maisons. C'est vraiment un exemple bien concret pour illustrer. Il y en a d'autres. Il y a aussi plusieurs autres nuances à faire, mais ça peut vous donner une idée de comment les acteurs au Nunavik peuvent appliquer et promouvoir les normes et aussi comment chaque intervenant vient agir et interagir avec les autres intervenants. Maintenant, je vais passer aux exemples d'intervenants en matière d'énergie. Et ça va être un peu plus rapide puisque Laura va vous parler plus amplement de chaque intervenant là, à différents niveaux. Donc, toujours avec l'exemple Inuit, qui va d'ailleurs être pour le restant de notre présentation là, notre exemple principal, là, même pour la partie de Laura. Donc, pour l'énergie, eh bien, c'est toujours la Convention de la baie James qui s'applique puisqu'elle est au haut de notre triangle inversé, on se rappelle. Et bon, il y a des lois provinciales qui s'appliquent toujours, puisqu'encore une fois, le gouvernement du Québec est fait toujours partie du tableau. Et donc, les lois sur les économies d'énergie et d'efficacité énergétique s'appliquent. Cependant, comme on vous l'a mentionné, les normes ne semblent pas adaptées au concept et à la réalité des Autochtones. Donc, c'est un peu plus complexe là, de venir définir qui applique et qui promouvoit les normes, puisque ces normes-là ne sont pas adaptées, voire presque même inexistantes dans le contexte là, des peuples autochtones et leur réalité. Donc, pour brièvement les nommer, là, au niveau du gouvernement du Québec, le ministère de l'Énergie, bien entendu, vient promouvoir l'innovation, donc vient promouvoir les normes d'efficacité énergétique, mais à quel niveau? Là est la question. Et en fait, c'est le gouvernement du Québec qui va aussi créer les normes d'efficacité énergétique. Hydro-Québec aussi, bon, pour l'approvisionnement en énergie et tout ça. Et je vais laisser vraiment la parole à Laura là, pour la suite des intervenants et pour sa partie à elle. Mais avant, je prendrai les questions. Si, Anne, si tu veux peut-être ouvrir les micros. Je peux peut-être vous en présenter quelques-unes pour vous inspirer si jamais. Connaissiez-vous ces intervenants? Est-ce que vous avez déjà eu à interagir avec ces intervenants-là personnellement? Ou peut-être que vous connaissez d'autres intervenants là, que moi, je n'ai pas eu la chance de parler aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Roxane. Oui, dans le fond, c'est ça, les micros, en théorie, ne sont pas bloqués. Donc, c'est libre à chacun d'ouvrir son micro au moment de prendre la parole. Sinon, je rappelle que c'est possible de poser la question dans le chat, le fil de conversation. Puis s'il y en a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question à ce stade-ci? Sinon, on peut poursuivre puis les prendre à la fin également. Donc, dans ce cas-là, j'en déduis qu'on va donner la parole à Laura et on pourra, à la toute fin, Roxane, tu pourras peut-être poser ces questions-là ou peut-être même les inclure dans le chat pendant la présentation de Laura, les questions. Parfait. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Merci. Donc, Laura, je te laisse la parole pour le deuxième objectif. Donc, mon objectif était vraiment d'étudier l'adéquation des normes d'efficacité énergétique. Donc, je me suis questionnée à savoir quelles étaient les normes d'efficacité énergétique qui étaient applicables au logement inuit, lesquelles étaient intégrées ou appliquées lors de la construction et de la rénovation de logements. Puis, en fait, ça m'a mené à tout d'abord me demander si ces normes existaient et si oui, si elles étaient adaptées.
Donc, ça m'a mené à réétudier ce que je vous ai mentionné tantôt, qui était la Convention de la baie James. Donc, dans les années 1970, dans la foulée de la nationalisation de l'électricité, Hydro-Québec était vraiment le seul acteur qu'on pouvait imaginer produire de l'électricité. Et les deux principes de la Convention viennent vraiment refléter cette ligne de pensée. Toutefois, depuis la signature de la Convention, les nations signataires ont vraiment démontré de plus en plus la volonté de participer à la production d'électricité, mais la Convention ne prévoit pas du tout l'autonomie territoriale dans l'approvisionnement énergétique et ne permet donc pas aux communautés d'être souverains sur leur énergie. Donc, bien qu'il y ait un chapitre entier sur le développement économique chez les Inuits, qui est le chapitre 29, il ne fait aucun doute qu'en 1975, quand ça a été signé et négocié, l'exploitation des ressources deviendrait un jour une voie qui était souhaitée par et pour les groupes autochtones eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, en fait, ces groupes autochtones entendent exploiter les ressources naturelles à une fin de décolonisation en affirmant une géographie émancipatrice qui, au moment de penser la Convention, n'était pas une option qui a été réfléchie. Donc, qui fait qu'on observe l'état des choses aujourd'hui. Donc, ça nous amène aux freins, en fait, de normes d'efficacité énergétique, parce qu'une fois qu'on a analysé le fait qu'elles n'étaient pas adéquates ni adaptées, bien, il y a plusieurs freins, en fait, au développement de cette efficacité énergétique en tant qu'amélioration dans le logement. Donc, ça nous ramène, en fait, vraiment à nos enjeux du début, parce que si ces enjeux-là sont encore présents, bien, c'est sûr que ça ne l'amène pas vers une priorité d'efficacité énergétique ni vers une instauration de l'efficacité énergétique dans les logements. Donc, l'accès à la propriété qui est hors de portée de bien des personnes encore, un coût de vie élevé, une dépendance aux logements sociaux, c'est tous des enjeux qui font qu'on n'a pas ces normes d'efficacité énergétique-là. Puis, il y a aussi un aspect important qui est la déconnexion entre qui paye pour les incitatifs d'efficacité énergétique et qui va venir en profiter. Les coûts de construction sont également élevés, puis il y a peu d'opportunités de logement privé sur le marché. Puis un financement inadéquat qui découle du fait qu'il y a peut-être du financement qui est disponible, mais il faut remplir certains critères à certains moments, le demander d'avance. À ce moment-là, il faut déjà avoir payé pour les matériaux de construction. Donc, ça fait vraiment plein de critères qui sont déconnectés et qui ne mènent pas à l'efficacité énergétique. Donc, c'est ça, les critères de financement du gouvernement fédéral ne conduisent pas toujours à des solutions de logement appropriées, ce qui fait que les Inuits passent à côté des avantages potentiels de ces programmes. Et puis, de plus, lorsqu'un financement est offert, on ne tient habituellement pas compte des coûts élevés de construction et de fonctionnement des tendances démographiques, donc qu'il y a présentement une forte croissance de la population. Puis, on trouvait important aussi d'analyser, en fait, dans un projet de recherche, on a beau proposer une solution d'efficacité énergétique, il y a toujours également des impacts qui peuvent être négatifs. Puis, on trouvait important de souligner que l'efficacité énergétique ne fait pas nécessairement l'unanimité parce qu'il y a vraiment un impact financier qui peut en découler. J'ai plusieurs exemples pour illustrer cet impact financier négatif. Par exemple, pour la corporation foncière de Nayumivik de Kuujjuaq, la location de ses réservoirs de mazout à Nunavik Petro représentait en 2013 68,5 % de ses revenus. Donc, c'est vraiment une énorme part de revenus. De son côté, lors de l'année 2017-2018, Alutiiq Inc., qui est une filière de Makivik, a livré plus de 11,5 millions de litres de mazout et de diesel aux résidences, aux immeubles de Kuujjuaq, ainsi qu'à la centrale d'Hydro-Québec. Donc, ça prend vraiment un équilibre, si on veut, des normes d'efficacité énergétique qui sont viables, parce que, similairement, il y a certaines corporations foncières et entreprises locales qui profitent actuellement de la distribution des produits pétroliers. Donc, l'efficacité énergétique réduit les revenus de ces grands employeurs locaux et se doit d'apporter de nouvelles retombées économiques locales afin de compenser ces pertes, parce qu'on ne peut pas juste imposer des normes efficacité énergétique qui vont venir créer d'énormes pertes financières. Là, ça ne marche pas du tout. Donc, les acteurs se doivent vraiment d'être inclus comme promoteurs, comme bénéficiaires ou autres dans les projets qui seront à venir au Nunavik. Par contre, on a pu observer certaines pistes d'amélioration de l'efficacité énergétique. Par exemple, on a trouvé très intéressant le projet Pival Yannick,
qui est un programme qui sensibilise et conscientise les Inuits à l'importance qui est d'entretenir leur logement. Donc, c'est un projet... Oui? Excuse-moi, j'ai une demande de la part d'une traductrice, c'est juste de réduire un peu la cadence parce qu'elle a de la misère avec le débit actuel. Parfait. Merci beaucoup. Donc, le programme est déjà implanté dans 14 villages inuits du Nunavik. Puis, parmi les valeurs du programme, on retrouve préserver nos ressources d'eau et énergie et l'environnement nordique fragile. Donc, le programme prévoit également la supervision des locataires des logements sociaux au Nunavik par des conseillers qui sont en entretien d'habitation inuit et en fait prévoit aussi la constitution d'un groupe d'intervention tactique. Donc, ça pourrait vraiment être un programme qui serait intéressant afin de transmettre des messages en lien avec l'économie d'énergie ou afin d'informer également la population sur l'efficacité énergétique comme le fonctionnement des systèmes de chauffage. Donc, si on continue au niveau des pistes d'amélioration, il est vraiment nécessaire d'avoir une reconstruction de la confiance entre le gouvernement, les entreprises et les communautés. Roxane a démontré énormément d'acteurs, mais si tous ces acteurs-là ne se parlent pas et qu'on n'obtient pas une relation de nation à nation, il ne peut pas avoir une amélioration non plus là-dedans. Puis ça passe par mieux prendre en compte les besoins et les profils des occupants dans la conception et l'exploitation du bâtiment, de sensibiliser les occupants à l'impact environnemental de la consommation d'énergie dans les bâtiments. Ça contribuerait à réduire la consommation d'énergie, effectivement. Puis, vraiment de venir impliquer les Inuits dans le processus de conception des maisons. Puis, finalement, d'adapter les programmes des secteurs privés et publics pour encourager et permettre la propriété des maisons aux Inuits, puis des programmes pour informer, en fait, sur l'accession à la propriété. Donc, une grande partie de notre présentation tourne autour de la transition énergétique. Donc, je trouve important de vous la définir, en fait. La transition énergétique est un concept qui est souvent utilisé pour désigner l'abandon. Puis là, je tenais vraiment à mettre l'accent sur le mot progressif parce que, comme je vous ai présenté, il y a plusieurs impacts négatifs qui peuvent découler de l'efficacité énergétique. Donc, il faut que ça se fasse progressivement, en consultation, puis avec un dialogue justement de nation à nation. Donc, c'est ça, l'abandon progressif de certaines énergies fossiles, parfois nucléaires, conjointement au développement d'autres énergies renouvelables, qui est accompagné notamment par des actions d'efficacité énergétique. Donc, le ministère de l'Énergie, que Roxane vous a montré comme acteur en énergie, a un secteur sur la transition énergétique. Et un des objectifs de ce secteur est de bientôt définir des plans d'action spécifiques aux Premières Nations et aux Inuits afin de prendre en compte leur réalité puisque présentement, un tel plan n'existe pas. Une des propositions qui a été faite, c'est de miser sur l'efficacité énergétique qui permettrait de réduire les coûts énergétiques des organisations et des particuliers, de limiter la construction de nouvelles infrastructures et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants, donc par exemple le mazout dans les réseaux autonomes. Donc, cette proposition serait valable dans les réseaux autonomes qui utilisent des sources d'électricité polluantes comme le diesel aussi. Puis, par ailleurs, une proposition était de prévoir d'augmenter de 25% la production d'énergie renouvelable pour les communautés nordiques. Donc, ensuite, on est venu étudier quelle était l'implication autochtone dans ces normes, ce qui nous a vraiment démontré qu'il n'y a aucune autonomie dans ces normes-là. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, il n'y a pas du tout de possibilité de souveraineté énergétique qui est causée par une lacune de coordination entre les paliers. Puis, si on vient appuyer ça d'un exemple inuit, bien, il y a très peu de participation au processus juridique d'élaboration des normes d'efficacité énergétique, ce qui crée des normes qui ne sont finalement pas en adéquation avec les modes de vie. Et les structures juridiques du Québec ne favorisent pas du tout l'affirmation de la territorialité autochtone dans les projets, mais au moins la démarche d'acceptabilité sociale leur confère néanmoins un droit de parole qui
par un acteur qui était présenté dans les acteurs d'énergie, qui est la Commission sur la qualité de l'environnement CATVIC, qui a été établie par la Convention de la baie James. Donc, je vais laisser Roxane conclure en vous présentant notre projet de recherche. Il en est où aujourd'hui? Oui, merci Laura. Donc, le projet actuellement, et comme on vous l'a mentionné tout à l'heure, eh bien, on se concentre sur la nation Inuit et nous sommes rendus à l'étape de valider donc nos recherches, mais précisément valider nos hypothèses qu'on vous a présentées et aussi valider les pistes d'amélioration que Laura vous a parlé. Et nous sommes également à la recherche d'un co-auteur Inuit, puisque nous allons aider à rédiger un article scientifique sur le sujet. Et donc, cet article-là va se concentrer vraiment sur la réflexion de l'autonomie énergétique, qu'est-ce que Laura vient juste de vous présenter, et en fait, par l'entremise d'un code Inuit de l'efficacité énergétique qui serait donc inclusif culturellement, socialement, et ce, bien au-delà des normes et des stratégies mises en place actuellement qui sont inadéquates. Et donc, ce code-là, c'est vraiment en fait notre résultat. En fait, on arriverait avec cette proposition-là ultime, si je peux dire. Je vais repasser la parole à Laura pour qu'elle puisse vous le présenter. Donc, une des raisons qui nous a amenés vers ce code, c'est en fait, encore une fois, relié aux enjeux qu'on vous a présentés au début. On pense que tous les enjeux, donc que ce soit le manque de logement, la croissance démographique, le réchauffement climatique même, sont des facteurs qui incitent à mieux planifier l'aménagement du territoire dans les villages inuits du Nunavik. Et ce code permettrait également davantage d'adapter les logements au climat nordique. Puis on pense aussi qu'il y a une corrélation directe entre les investissements dans les logements abordables et l'activité économique accrue, en plus des avantages directs d'emploi payant. Un pouvoir d'achat accru permet des dépenses locales additionnelles et soutient d'autres entreprises par voie de retombées économiques. Donc ensuite, ça nous mène à la question comment réaliser ce code. Donc, il serait important de renforcer des partenariats de collaboration entre les gouvernements fédéral, provincial, les acteurs territoriaux et l'industrie pour entreprendre une recherche multidisciplinaire afin de guider les politiques et les programmes visant à soutenir les options de logement efficaces. Le code serait donc, de cette manière, en adéquation avec les modes de vie. Puis, afin de le réaliser, ça prendrait également une coordination et une consultation entre les différents paliers d'intervenants chargés d'appliquer et de promouvoir les normes. Puis, en améliorant l'harmonisation entre les cycles d'investissement et les cycles des projets de construction de logements, on améliorerait l'efficacité et l'efficience de la construction des logements. Donc, finalement, les normes d'efficacité énergétique devraient également impérativement bénéficier de la source d'énergie, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit le privé, ainsi que les communautés autochtones, si on veut qu'elles soient viables. Nous avons justement une question de la part de Janice Ottawa qui se demande est-ce que les logements dans les communautés auraient une valeur immobilière significative si nous faisons une transition énergétique? Donc, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la valeur immobilière dans les communautés? Un impact positif? Dans le sens, j'essaie de... Janice, est-ce que tu souhaites prendre la parole au micro? Oui, ma question, c'est, oui, un impact positif parce qu'aujourd'hui, les maisons dans les communautés, il n'y a pas de... C'est comme si on nous disait, il n'y a pas de valeur immobilière. Même si tu veux en prendre possession, puis tu rénoves, il n'y aurait pas de valeur immobilière parce que tu es dans une communauté. Puis c'est ça, il y a toujours des blocages par rapport à ça, là, comme la valeur immobilière de la maison que tu occupes dans les communautés. Il n'y en a pas. C'est ça. Puis c'est ça, je me posais la question, là, comme...
C'est vraiment intéressant comme question. Puis je ne sais pas si Roxane, tu vas vouloir rebondir. Oui. Effectivement, c'est un point de vue que je ne connaissais pas, justement, la valeur immobilière. Mais je pense que la transition énergétique avec des normes qui sont plus strictes, puis juste le fait si les logements sont plus adaptés, ça peut justement avoir un impact significatif. Si je peux rebondir aussi, en effet, le logement va donc avoir grâce aux efficacités énergétiques, le logement va dépérir peut-être moins rapidement. Donc, c'est sûr que si on parle pour la bâtisse va avoir une plus grande valeur peut-être. On n'est pas encore des expertes en valeur immobilière, là. C'est vraiment comme des concepts financiers et même fonciers, donc fonciers reliés au territoire, là, qu'on n'est pas des expertes, là. Mais en effet, là, comme vous le dites, les logements, là, vous pouvez pas, comme la valeur de revente, tout dépend de la loi qui est applicable sur le territoire. Ça dépend si la communauté a, exemple, comme l'exemple de Picogan, c'est doté d'une politique d'accès à la propriété. Donc, est-ce que vous pouvez acheter votre logement et le revendre? Si oui, là, peut-être qu'il y aurait une valeur immobilière d'attacher à tout ça. Mais je crois que c'est vraiment différent d'une communauté à une autre. Et la valeur, là, en effet, si la communauté ne prévoit pas de revente de logement, bien, en effet, la valeur revient au propriétaire qui a le logement. Et si le propriétaire n'est pas la personne qui habite dans le logement, bien, en effet, la personne qui habite le logement, malheureusement, son logement n'a pas de valeur pour elle de revente. C'est ma compréhension des choses, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste pour ce sujet-là. Mais la question est vraiment, vraiment intéressante, puis c'est un fait qui est en effet très intéressant, là, ouais. Oui, ça répond un peu à ma question parce que je me demandais si, comme vous aviez dit, dépérir moins rapidement. Parce que, juste pour vous donner l'exemple, ici dans la communauté de Manoane, il y a beaucoup, beaucoup de moisissures. Il y a les maisons qui sont bâties dans les endroits où est-ce que c'est les terres humides. C'est grave. C'est au niveau de la santé dans la communauté, des gens de la communauté. Puis, c'est ça. Moi, c'est intéressant comme présentation. Ça pourrait être une des choses qu'on pourrait y réfléchir sérieusement, là, la transition énergétique. Merci. C'est un bel exemple aussi pour l'exemple de la moisissure, là. Donc, exactement, si le logement est mieux isolé, peut-être qu'il y a moins de problèmes d'humidité aussi reliés à tout ça. Donc, votre exemple est très pertinent, là. Merci de l'avoir soulevé. On a une sous-question de la part d'Isabelle Béliveau qui demande « Les Inuits peuvent être propriétaires de leur maison seulement et non du terrain sur lequel la maison est construite. Est-ce bien cela? » Laura, je vais rebondir. Si jamais tu veux préciser, je t'invite. En effet, là, la Convention de la baie James, elle vient séparer les terres. Donc, il y a certaines terres qui sont à la nation Inuit. Donc, les Inuits sont propriétaires de certaines catégories. En fait, la catégorie 1, ça serait vraiment à aller confirmer, là. Donc, ils seraient propriétaires de ces terres-là. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement si cette terre-là, c'est, exemple, tout un village au complet. Malheureusement, je n'ai pas cette précision-là. Et donc, cela étant dit, pour les logements, en tant que tel, la bâtisse, il y a des programmes d'accès à la propriété privée également pour. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'il y en a très peu là, qui deviennent propriétaires malgré tout. Donc, notre hypothèse, c'était que les programmes ne sont pas adaptés ou peut-être même méconnus des Inuits ou tout simplement que les prix d'achat, c'est peut-être trop élevé aussi. Ça, c'est d'autres exemples. Mais donc, pour faire la différence entre propriétaire de la terre versus propriétaire du logement, là, il faudrait voir avec la convention puis la séparation, là, le zonage des terres, là. Mais pour un individu, être propriétaire de la terre en dessous du logement, ça, c'est vraiment intéressant comme question là, et c'est très, très précis. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je n'ai pas la réponse. Là, Laura, je ne sais pas si
Ma réponse s'enlignait pas mal sur les éléments que tu as donnés. Donc, Bon, voilà. Je ne sais pas si ça répondait un peu là, à la question. Si vous avez d'autres questions ou même des questions qui portent sur un autre sujet, encore une fois, vous pouvez le faire dans le fil de conversation. Sinon, on va vous laisser reprendre le fil de votre présentation. Excellent. Juste pour vous aviser, il nous reste une dizaine de minutes, comme on s'approche bientôt de l'heure. En fait, pour nous, c'était la fin. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on voulait vous remercier. Et en fait, on voulait quand même vous faire participer là, si nous avons écrit les remerciements dans diverses langues autochtones, mais si jamais vous reconnaissez ou vous voulez nous dire merci dans votre langue, on serait vraiment heureuse de l'entendre et non pas juste le lire, parce que souvent, on ne peut que lire la langue, mais on aimerait l'entendre, là, ça prendrait tout son sens. Donc, on vous remercie, mais on aimerait également, si vous voulez, nous remercier dans votre langue. Donc, j'ai eu une réponse. Je vais laisser les autres remercier en premier. Mais juste avant, je glissais un mot au fait que nous allons... l'une de nos stagiaires, Marie-Ève Ottawa, va débuter un sondage qui va apparaître à votre écran. Ce sondage-là nous permet finalement de toujours nous améliorer d'une édition à l'autre de la Semaine des savoirs et des cultures. Donc, on vous invite à y répondre dès qu'il va apparaître à l'écran. C'est 3-4 questions là, à choix multiples. C'est vraiment pas très long. Et également, je voulais, moi, en profiter pour dire merci dans ma langue, qui est le français. Donc, un grand merci à Laura Wilmot et à Roxane Roy. On a encore du temps. On demeure dans la période de questions. Donc, on va encore rester avec vous pour 5 à 10 minutes. Puis oui, tout à fait, je pense que ce serait un bon moment pour tous et chacune d'ouvrir son micro et soit de dire merci ou encore une petite main d'applaudissement pour nos deux conférencières ce matin. Donc, j'entame le bal. Merci beaucoup.